May I call upon Nora McKeown, who is professor at Nora the McKeown, University elle est professeure Rome III, à Italy. l'Université de Rome 3 en Italie. Je lui donne tout de suite la parole. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler des petits agriculteurs et de la gouvernance mondiale, gouvernance alimentaire. Les petites organisations de producteurs qui n'avaient pas pu faire entendre leur voix ont vraiment souffert des politiques d'austérité et des politiques de l'OMC, qui ont voulu faire de l'Afrique, ou qui ont fait de l'Afrique un importateur net d'aliments en une décennie. On a reconnu les problèmes, évidemment, de ces politiques. Vous avez un rapport de la Banque mondiale de 2007, mais en même temps, les petits exploitants ont compris qu'ils devaient s'organiser, réseauter au niveau régional, au niveau continental et au niveau mondial. Lorsqu'on a rédigé le CADEP, les organisations ont participé aux exercices qui ont fini par mener à la PAFO. Vous avez là un document 2004. Les organisations ont expliqué ce que devait être le plan CADEP et ce document-là, il est particulièrement intéressant. On a redécouvert les petits exploitants dans la foulée de la crise de 2008. Mais en plus, à l'époque, on a constaté qu'ils étaient nombreux et vulnérables, mais c'est tout. On n'a pas insisté sur leur contribution. Yandao a parlé du paradigme de modernisation et l'on devait s'y intéresser davantage ou davantage l'affiner. Nous avons eu une task force de haut niveau qui a tiré des conclusions en 2008, des conclusions moins radicales, mais qui estimaient quand même globalement que l'essentiel des aliments devait venir des grandes exploitations. Nous avons par ailleurs eu un cadre stratégique de l'UE pour aider les pays en développement à relever les défis à la sécurité alimentaire en 2010. C'est sans doute l'une des meilleures politiques publiques qui a été définie pour sortir de la crise alimentaire. Là, l'on respectait les droits de l'homme, les contextes spécifiques. C'est vrai que ce cadre stratégique et politique va être redéfini. Les organisations de la société civile veulent vraiment travailler avec la Commission pour faire en sorte que la nouvelle version de ce cadre 2010 garde les qualités qu'il recelait dès 2010. Alors, nous avons eu une crise des produits alimentaires qui a obligé la communauté internationale à réagir. Et c'est ainsi qu'on a créé une équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale et la sécurité alimentaire. L'idée, c'était d'améliorer la coordination, mais c'était très administratif. On n'appliquait pas vraiment les États. Nous avons eu par ailleurs aussi le partenariat mondial dans le domaine de l'agriculture du G8. Il s'agissait d'investir davantage, tel était leur message, mais il n'était pas plus précis que ça, le partenariat. La seule initiative qui a vraiment essayé de trouver des réponses politiques à ces difficultés, qui n'est pas simplement technique ou financière, la seule initiative concrète, en fait, a été celle de la réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, le CSA, le CFS, pour en faire vraiment une entité active et efficace dans la sécurité alimentaire. On a retenu plusieurs options, on a soutenu un certain nombre de nouvelles initiatives, et grâce notamment à l'apport de l'Union européenne, on a concrétisé cette réforme avec un processus très inclusif
inclusif des petits exploitants. On a impliqué les petits exploitants, ils ont contribué à la définition du nouveau comité. Vous avez là à l'écran quelques-unes des grandes caractéristiques de ce nouveau comité. Alors il s'agit d'avoir un comité global, inclusif, tourné vers les droits de l'homme, avec une implication des acteurs de la société civile. Là, évidemment, on s'intéresse particulièrement aux petits producteurs alimentaires et ils participent à part entière au débat et ils ont le droit d'ailleurs, ces petits producteurs, à créer des mécanismes autonomes d'implication de la société civile et du secteur privé. Par ailleurs, nous avons un processus décisionnel des gouvernements. Là, il faut faire une distinction par rapport aux plateformes multi-acteurs. Là, tous les acteurs sont sur un pied d'égalité dans la salle, en termes de rôle, de pouvoir, etc. Et au total, ce qui se passe sur le terrain, c'est que ce sont les grands protagonistes économiques qui ont la main et pas les gouvernements. Or, justement, le CSA mise davantage sur un processus décisionnel des gouvernements. Par ailleurs, nous avons un groupe d'experts de haut niveau qui fournit des données probantes pour les politiques et il s'agit de reconnaître l'expertise des agriculteurs et des praticiens en créant des liens entre les grandes politiques et les niveaux concrets. Il s'agit en fait de développer une espèce de rhétorique des petits exploitants. Et là, on veut inclure les témoignages des petits exploitants. Vous avez là une photo, un instantané en temps réel. Ces débats-là que vous voyez à l'écran ont eu vraiment lieu. Ces paroles ont été prononcées, vous le voyez. Les représentants de ces organisations offrent des antidotes aux recettes que veulent leur imposer d'autres. Voici une citation du rapport du groupe d'experts au niveau dont parlait Yan Dow, un rapport de 2013. Je le lis. L'agriculture est souvent assujettie à des mutations profondes qui ont un impact négatif sur les petits exploitants et leur sécurité alimentaire. Ces mutations, qui ne sont pas inévitables, découlent de choix politiques explicites ou implicites. Seuls des processus politiques transparents qui donnent la parole aux organisations paysannes peuvent déboucher sur des choix et des politiques appropriées. Vous pouvez aller sur le site que vous voyez à l'écran et vous pouvez télécharger les recommandations adressées au gouvernement qui doivent développer explicitement des visions spécifiques à leur pays de l'avenir des petits agricoles. L'idée, c'est d'avoir une approche systémique, globale, holistique, avec un éventail de politiques et de dotations budgétaires pertinentes qui sont détaillées dans les recommandations. Il s'agit de donner la priorité au public et aux investissements en politique publique qui défendent les investissements des petits agriculteurs dans des mesures de production agro-environnementale. Et là, il faut évidemment se poser la question des marchés concernés. Ça fait l'objet des négociations qui ont eu lieu au sein du CFS en 2015, en 2016, c'est ça. Et ces négociations ont amené à une prise de conscience. En fait, l'essentiel des denrées alimentaires consommées au monde parviennent aux consommateurs pas via les supermarchés ou les chaînes de valeur formelles, mais plutôt via des marchés territoriaux ancrés dans la réalité nationale, locale et régionales. Certaines des caractéristiques des recommandations prônent l'inclusivité, la multiplication des possibilités pour les femmes, la multifonctionnalité. Il s'agit de contribuer à des régimes très nutritifs. Il s'agit de responsabiliser les petits exploitants, de leur donner la maîtrise des conditions d'accès au marché, par exemple. Ils peuvent en fait conserver leur valeur ajoutée, la redistribuer, la réinvestir comme ils le veulent dans l'économie territoriale. On sait très peu, on en sait très peu là-dessus parce que souvent les petits exploitants sont négligés des statistiques. Et nous reviendrons clairement sur ce sujet dans le cadre du panel, ce problème des statistiques. Nous reviendrons sur ce problème des statistiques et sur d'éventuels impacts négatifs prétendus. Les éleveurs pastoraux, l'élevage pastoral, on néglige souvent dans la constellation des petits exploitants. Or, le pastoralisme est important pour la préservation des écosystèmes et pour la sécurité alimentaire autant que pour la nutrition. Donc, en bref,
que vous dire? La réforme du CSA, en 10 ans, est passée d'une vision négative des petits exploitants à une vision tout à fait positive, grâce, en fait, à une implication concrète de ces petits exploitants via leurs organisations. On a reconnu que des politiques spécifiques, des politiques publiques, des réglementations publiques spécifiques, des infrastructures, des investissements se révélaient tout à fait indispensables pour soutenir ces petits exploitants et les chaînes alimentaires auxquelles ils participent. Et ça, ce n'est pas du tout l'histoire de l'agri-business. On a besoin d'une chaîne alimentaire durable. Pour en parler, il ne s'agit pas de bricoler à gauche et à droite, mais d'avoir plutôt une approche intégrée. Maintenant, il s'agit de voir comment on utilise ces recommandations, comment on les applique, ces recommandations destinées aux petits exploitants. Lors de la session d'octobre prochain du CSA, on procédera à cette analyse et on voit une contradiction entre la rhétorique petits exploitants et le paradigme de la modernisation et de la grande échelle. Et ça entrave l'évolution des petits exploitants et ça amène des incohérences commerciales, des problèmes commerciaux liés aux biocarburants, de l'accaparement des terres, de la violation des droits de propriété, avec un accent mis sur les intérêts financiers des investisseurs extérieurs aux dépens des investissements des petits exploitants. On a aussi des dispositions peu appropriées pour impliquer les petits exploitants et les parties prenantes locales. Les conditions ne sont pas réunies, comme disait Léonard. Maintenant, il y a de bons exemples avec des dialogues politiques. Il y a l'exemple sénégalais, l'exemple du Burkina Faso. Il s'agit de privilégier la consommation locale dans les marchés publics. Pour ce qui est des régimes fonciers, eh bien là, il y a les lignes directrices du CSA qui jouent un rôle et certains les appliquent. Elles recommandent une collaboration entre les différentes parties prenantes, FAO, partenaires développement, Union africaine, Union européenne. Et là, ces grandes parties prenantes interviennent. Au niveau local, il y a CEDEAO. Elle interagit, elle agit avec l'Europe, avec des organisations de la société civile en Afrique occidentale. Et là, on met l'accent notamment sur les mécanismes de financement sur la base de recommandations du CSA, en marge également des études que mènent ces organisations modèles. Au niveau global, l'évaluation de ces recommandations souligne encore une fois l'importance de la cohérence politique par-delà les enceintes mondiales. Les politiques de lutte contre l'extermination à l'égard des femmes sont importantes. Par exemple, le rôle des femmes dans le monde rural est important. Lors de l'AG de l'an dernier, on a eu une déclaration de l'ONU sur les droits des paysans. C'était aussi un jalon important. Les groupes techniques de la FAO, comme le groupe pêche, s'intéressent à des initiatives marquantes, comme par exemple des lignes directrices pour la pêche. Par ailleurs, nous avons le droit des exploitants aux semences. Nous avons les DNUAF à la décennie, dont parlera Ridolfi. Enfin voilà quelques-unes des grandes initiatives. Il y a des initiatives, c'est très bien, mais attention à la cohérence de toutes ces initiatives. Pensons aux accords BIT, pensons aux initiatives de l'OMC et à leurs conséquences. Donc la cohérence est importante et c'est là que l'UE notamment doit jouer son rôle. Et puis maintenant, revenons un moment sur les ODD. On n'est pas du tout dans les temps. Il faut changer de cap pour réaliser ces ODD. Et il ne faut pas continuer comme on le fait pour l'instant, c'est même contraire à l'effet recherché. More of the same n'est certainement pas la devise ici. L'ODD 2, bon, était censé être un peu provocateur. Alors on devait écouter
les petits exploitants dans les forums intergouvernementaux, comme le CSA, ou alors on devait attendre les promesses de financement des grandes instances. À leurs conditions, évidemment, il y a des dichotomies, il y a des tensions, et les organisations de la société civile ont des doutes, celles qui sont impliquées dans la souveraineté alimentaire, la gouvernance démocratique, le droit à l'alimentation. En fait, ces OSC ont l'impression que le multilatéralisme et les grands dialogues publics et politiques sont en péril. Or, il faut défendre ces principes-là dans lesquels doivent se retrouver les petits exploitants. C'est là que le CSA doit jouer un rôle. Maintenant, le CSA n'est pas tombé du ciel. Il est aussi et sa réforme, il est le fruit. Sa réforme est aussi le fruit des efforts des petits exploitants, de leurs associations. C'est en travaillant comme ça que l'on peut réunir les bonnes conditions pour les petits exploitants, pour l'agriculture à petite échelle, en s'intéressant évidemment aux plus touchés. Et là, les processus décisionnels, redevabilité, doivent être préservés. Le rôle des gouvernements doit être préservé. Nous avons la possibilité de créer des canaux pour entendre les OSC et les petits exploitants. Et je pense que les petits exploitants et les organisations ne peuvent être que parfaitement satisfaits de pouvoir être entendus et écoutés par les organisations régionales dans le partenariat africain. Merci. Merci pour cet exposé très fin des problèmes de gouvernance qui ont un effet